Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane Degout. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion de représentations qui vont commencer le 1er février prochain dans cet écrin magnifique qui est l'Opéra Comique. Représentation d'un spectacle qui s'intitule L'autre voyage, qui est une sorte de continuation, si j'ai bien compris, du Voyage d'hiver de Franz Schubert. Un spectacle, opéra conçu à partir de fragments d'opéra de Schubert, de leaders de Schubert, et même d'un oratorio, Lazarus. Donc un spectacle qui a été conçu par Raphaël Pichon, donc, qui dirige bien sûr son ensemble Pygmalion, et la metteur en scène Sylvia Costa. Bien sûr, Raphaël Pichon travaillé depuis longtemps avec lui, Stéphane Degout, autour de divers projets. Et là, ce projet Schubert, il est né après votre projet Mein Traum, qui lui tournait autour de Schubert, Schumann, Weber. Et comment c'est né un peu cette idée Je crois qu'il est né un peu en même temps en fait. Les deux projets sont nés sans vraiment qu'on le sache. Il y avait en gestation déjà dans Mein Traum le projet de l'autre voyage en fait. De l'idée de porter à la scène le programme du disque Mein Traum. Et puis de se centrer sur Schubert essentiellement. Et puis sur cette histoire que Sylvia Costa et Raphaël ont inventée, ont choisi, pour avoir une trame dramatique au milieu de ça. Mais oui, je pense que déjà depuis longtemps ces choses... et je vois que vous avez le disque Enfer aussi, j'irais même jusqu'à dire que déjà dans Enfer, il y avait l'idée d'un deuxième volet de Enfer. Et c'était Mein Traum en fait. Alors c'est un opéra, enfin c'est un spectacle, je ne sais pas comment dire, parce que c'est conçu à travers des fragments schubertiens qui semblent hantés par la mort, l'enfance, la figure du Wanderer, qui sont si chers à Schubert. Mais j'écoutais un extrait de répétition, Stéphane Degout, et je me disais que ce qu'il y a d'incroyable dans toute cette poésie, c'est qu'à Schubert, il y a la jonction entre des mélodies quand même très populaires, et à la fois quelque chose de très savant, d'une poésie très ancrée dans le romantisme allemand. Et c'est quand même rarissime que chez un compositeur, on trouve tout ça réuni. Et chez Schubert, on trouve tout ça. Oui, en effet. Vous le dites très bien, mais je pourrais juste ajouter qu'il y a... Raphaël et Sylvia et Raphaël Blin ont fait un travail sur le texte, c'est-à-dire de réécriture par moment, parce que les extraits des oratorios, des opéras n'allaient pas dans la direction de la dramaturgie qu'on avait choisie. Donc il y a eu un vrai travail. Et le travail de Raphaël Blin, qui est une dramaturge et qui est écrivaine aussi, a été de s'approcher au plus proche, d'aller au plus proche de cette écriture romantique un peu spécifique quand même, avec une vraie recherche de vocabulaire, de forme aussi. On est parfois dans des moments un peu grammaticalement, un peu alambiqués, on va dire, qui est propre à l'allemand d'une certaine façon, mais aussi peut-être propre à l'allemand romantique, où on a non seulement une recherche du mot, mais une recherche de la forme de la phrase, etc. Et donc, ce travail on aurait dit un pastiche pour le baroque français du XVIIIe, là on est dans une sorte de pastiche romantique en fait. Mais alors quand on pense à Schubert, bien sûr, on pense au Lied, à 600 leaders, on pense beaucoup moins à l'opéra. Je crois qu'il y a 19 opéras dont la plupart sont inachevés. Je crois qu'il y en a deux qui sont achevés. Oui, c'était pas son fort apparemment. Je pense qu'il a dû se mettre à écrire des opéras parce qu'on lui passait des commandes probablement, parce qu'il fallait être présent aussi à cette époque dans cette forme. Et de toute évidence, ça lui réussissait moins que le reste. Donc c'est un spectacle qui s'est organisé à travers des leaders orchestrés par Brahms, Liszt, et puis aussi des extraits d'opéra. Donc une construction très savante. Et en fait, ce qui ressort, c'est encore une fois tous ces thèmes qui ont hanté Schubert toute sa vie. Alors je ne sais pas si c'est nous qui le percevons parce qu'il est mort à 31 ans et qu'on perçoit tous ces génies poétiques dont il s'est inspiré, ou si c'est lui déjà qui pressentait tout ça et qui l'a fait ressentir dans ses leaders. Sans doute, oui, c'était quelque chose qui devait le toucher lui profondément et c'était un matériau qu'il a utilisé beaucoup, beaucoup.
il y a effectivement des figures récurrentes de Wanderer. La lune est très présente dans ces leaders. Il y a aussi cet oiseau un peu énigmatique qui est le corbeau, qui suit souvent le Wanderer et qui est là présent dans tout le voyage d'hiver en plus. On l'a pas trop là dans notre programme de l'autre voyage, mais on peut tout à fait imaginer qu'à travers des personnages un peu allégoriques comme l'ange, le ténor justement, qu'il y ait cette image d'un peu d'oiseau, ange gardien, oiseau de proie aussi un peu inquiétant. Enfin, tous ces ingrédients sont là, c'est sûr. Alors, Stéphane Degaut, on connaît bien sûr vos liens avec Raphaël Pichon. La metteur en scène, Sylvia Costa, vous aviez travaillé avec elle? Non, première fois, première rencontre. Donc elle travaillait beaucoup avec Romeo Castellucci, donc elle est italienne, sur des univers très différents, très liés au théâtre. Mais aussi très symboliste et qui fonctionnait très très bien dans cette musique et dans ces atmosphères de Schubert. Moi je trouve qu'on est dans notre élément là. Alors il y a un enfant qui sera interprété par Shadi Lazrek et puis 2 chanteurs donc adultes à vos côtés qui sont Siobhan Stagg et Laurence Kilsby. Donc des chanteurs avec lesquels vous avez travaillé aussi ou j'ai travaillé avec Siobhan le mois dernier en décembre puisqu'on a fait la tournée, la série d'Elias avec Raphaël. Et Lorenz, non, c'est la première fois que je le rencontre. Donc cet autre voyage, il se trouve que vous allez chanter le 14 février prochain aux côtés d'Alain Planès, aussi un de vos complices avec lequel vous êtes très liés, le voyage d'hiver. Oui. Donc tout ça, tous ces voyages, ça va, on est dans la folle gaieté Schubert. Oui, exactement, oui, c'est absolument ça. Mais de toute façon, j'avais depuis longtemps cette date de récital après cette série de spectacles et ça tombait sous le sens. Il n'y avait pas trop à s'interroger sur le programme du récital. C'était le moment de le faire. Tout était réuni. J'aime bien mettre à mon répertoire des rôles, de répertoire de récital aussi, en fonction un petit peu des éléments qui sont réunis. Alain Planès et son piano Pleyel de 1837, qui est un piano qu'on a joué il y a 1 an à Poitiers, qui a un son assez extraordinaire. Pas petit, pour ce qu'on pourrait imaginer. L'Opéra Comique, c'est aussi une maison où je me sens bien et où voilà, l'idée d'un récital dans cette salle, elle est belle, elle n'est pas commune. Et voilà, tout ça réuni m'ont un peu poussé. Oui, vous le dites, Alain Planès, il aura ce piano de 1837. Alain Planès, je me souviens, déjà il avait enregistré du Debussy sur piano d'époque, il y a un moment déjà, donc c'est un travail qu'il accomplit depuis longtemps déjà. Oui, depuis longtemps. Moi c'était il y a 2 ans maintenant, il avait sorti ce disque de Nocturne de Chopin, qu'il avait enregistré sur ce Pleyel, et il m'a envoyé le disque, j'ai écouté, je me dis mais quel drôle de piano quand même, on est très très séduit par cet instrument, et je lui ai demandé, on en a parlé, et puis l'idée de faire des récitals avec ce piano est venue très rapidement en fait. Alors il y a une figure qui hante de toute évidence ce spectacle, c'est la figure du double. Donc vous allez chanter ce lied de Heine, donc que Schubert a illustré entre guillemets musicalement, que vous avez d'ailleurs enregistré dans ce disque Mein Traum. C'est un lied absolument sublime bien sûr. Mais c'est aussi un lied important par la symbolique qui dégage. Ah oui, évidemment. Je crois, il semblerait que ce soit le dernier qu'il ait écrit, si on va dans la chronologie du Schwanengesang, donc le chant du cygne, puisque c'est le dernier du catalogue. Enfin, l'avant-dernier, puisque ils en ont ajouté un pour qu'il y en ait 14 et pas 13. Superstitieux, peut-être. En tout cas, on est complètement ailleurs. On n'est pas dans l'illustration, on est dans quelque chose de très, très intérieur, et en même temps très exalté, très extraverti à la fin, quand justement il se rend compte que c'est son double. Et d'ailleurs, c'est la lumière de la lune qui éclaire cette figure de son double. C'est pas non plus un hasard, je pense, dans le poème de Heine. Oui, il y a quelque chose de... Je dirais pas un accomplissement, mais il y a quelque chose de plus fort que tout le reste dans Schubert, dans ce lied. Ceci dit, je ne connais pas les 600 autres. Je peux si me tromper, il y en a certainement. Il y en a que 599 voilà, autres. Qu'il faudrait que j'écoute. Mais donc ce lead, il est orchestré par Liszt. Oui. Et Liszt, parfois, a une conception schubertienne. Je pense à son arrangement de la Wanderer Fantasy, qui est un peu étrange, qui va parfois à l'encontre de l'idée qu'on peut se faire de Schubert. Mais là, cette orchestration, elle est merveilleuse aussi. Elle est vraiment réussie. Je pense qu'elle respecte tout à fait Schubert, mais Liszt se permet d'étaler un peu la musique, c'est-à-dire quand il y a
des ornements qui sont en triolet de double, par exemple. Il écrit un triolet de croche et ça étire l'ornement. Il rajoute des coups de timbale sur des troisièmes temps dans la deuxième partie qui ponctuent, qui structurent énormément et qui font aussi monter cette atmosphère d'effroi, de presque de folie. Et ce qui est aussi particulier pour moi, c'est que, évidemment, Liszt a orchestré la tonalité originale, donc aiguë, en fa dièse, et moi je la chante habituellement en ré, c'est-à-dire tessiture transposée pour mon confort vocal, disons. Et là, ça m'oblige à être vocalement assez extraverti, dans la deuxième partie en tout cas, et ça oblige à une recherche de couleurs qui est très différente de celle de récital avec piano, évidemment. Alors, Stéphane Degout, moi je vous connais dans plusieurs univers, bien évidemment, mais il y a deux univers dans lesquels je vous ai beaucoup suivi et on a l'impression que c'est quand même, vous n'êtes pas chez vous, enfin si vous avez l'impression d'être chez vous ou dans un ailleurs qui est chez vous, c'est ce premier romantisme allemand, schubertien et puis schumannien aussi, et puis l'univers debussiste, bien sûr avec Péléas et Mélisande. C'est quoi, c'est des univers dans lesquels vous êtes entré au fur et à mesure, ou alors ça a toujours été pour vous des univers dont vous vous sentiez proche Je me suis toujours senti proche du répertoire allemand parce que j'aime beaucoup chanter la langue allemande. Et j'ai une sorte de, je dirais pas facilité, mais en tout cas une spontanéité vers cette langue qui est, voilà, que j'ai pas besoin de réfléchir. J'aime beaucoup chanter en allemand par rapport au répertoire italien, de bel canto, etc., dans lequel je suis beaucoup moins à l'aise. Et peut-être la couleur de ma voix aussi m'a amené assez rapidement à ces répertoires-là. En tout cas, j'ai été très vite programmé. On m'a invité pour ces programmes, on m'a demandé de les faire, etc. Et Péléas, c'était... je suis entré un peu sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait évident pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler Péléas, le rôle, c'est là qu'on m'a demandé de chanter ce rôle parce que j'étais jeune et j'avais la clarté de timbre qui était évidente pour Péléas quand on est baryton. Mais ça m'a obligé à trouver le chemin pour aller à un registre aigu que je n'exploitais tout simplement pas avant. Et ça a été assez révélateur de beaucoup de choses. Et puis, comme Schubert en allemand, on peut aussi dire de Debussy qu'il est, par rapport à la langue française, on est dans un naturel incroyable. Et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, ni chez Schubert, ni chez Debussy, pour bien parler la langue. Tout est là. Alors évidemment, il faut respecter la partition, il faut respecter la métrique, il faut tout faire le plus scrupuleusement possible. Mais quand on a acquis tous ces éléments, toutes ces clés, on est dans quelque chose de très naturel, très simple en fait. Mais alors, moi je vous ai entendu chanter Péléas et puis après chanter Golo. Donc ça aussi, c'est pas des doubles, mais au sens schubertien du terme. Mais c'est quand même deux figures de demi-frères qui sont complémentaires. Oui. C'était la première fois que j'ai chanté Péléas, le Golo était un ancien Péléas. C'était Dietrich Henschel qui avait chanté Péléas par le passé. Et l'espèce de gémellité vocale était assez intéressante à exploiter. Après, j'ai chanté Péléas avec des golos plus sombres, Laurent Naouri, des gens comme ça, plus baryton basse, disons, et où on avait une grande différence vocale. La première fois, quand j'ai chanté moi-même Golo pour la première fois, c'était il y a 5 ans déjà, en concert, ici à l'Opéra Comique, avec piano. Enfin, c'était aussi tout un enchaînement de contextes très très favorables. C'était Jean-Christophe Lagnès qui chantait Péléas pour la première fois, et on avait cette sorte de gémellité vocale qui était intéressante à exploiter, d'autant plus que c'était avec piano et qu'on pouvait tout se permettre en termes de couleurs, de volume, etc. J'ai un premier Golo avec orchestre, production, mise en scène, etc. programmé dans quelques temps, avec un jeune baryton aussi. Donc on verra si on exploite ça ou pas. En tout cas, cette figure de frère, de demi-frère, de double, elle est aussi évidemment très forte. Je pense aussi à d'autres, à Oreste et Pylade par exemple, je pense à d'autres couples d'amis, amants, frères, on ne sait pas trop, et on est dans un trouble très très intéressant.
Alors, ce qu'il y a de passionnant aussi avec ce spectacle, L'autre voyage, donc, qui va être créé à l'Opéra Comique le 1er février prochain, autour de leaders, de fragments d'opéra et d'oratorio de Schubert. Je crois qu'il y a un lied de Brahms aussi qui s'est glissé au milieu de cet océan schubertien. Alors, c'est pas tout à fait un lied de Brahms. Johannes Brahms a choisi le Leiermann, qui est le dernier lied de Winterreise, et l'a adapté très librement. Il a pris la trame mélodique, il l'a répété, il l'a transformé un peu, il a ajouté un chœur de femme, et il a beaucoup allongé la longueur de ce lead. Et ça lui donne une atmosphère très très différente et très, très forte aussi. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on attend avec impatience ce spectacle, comme si c'était une création, alors que c'est composé avec des musiques qui ont été écrites il y a 2 siècles. Enfin, c'est intéressant de créer une œuvre inédite comme ça, à partir de fragments et de leaders et d'œuvres qu'on connaît pour certaines. Qu'on connaît quasiment pas. Enfin, je dois avouer à ma grande honte que j'ai pas écouté Fier Abra et Alphonse Estrella, pourtant qui ont été dirigés par des chefs comme Arnoncourt ou Claudio Abbado. Donc c'est quand même pas des œuvres qui ont été laissées à des musiciens de faible envergure. Mais enfin, c'est pas le répertoire qui est le plus courant à l'opéra. Non, c'est sûr. Et donc, il y a une faiblesse, je crois, des livresses qui explique aussi qu'on n'en a pas le bonheur d'écouter ces musiques souvent. Oui, c'est principalement la problématique. Mais là, il n'y a pas eu de changement dans les livrets. Enfin, ce qu'on va entendre, ce sont les textes qui ont été écrits originellement pour les œuvres qui ont été mises en musique par Schubert. Non, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Raphaël Blin qui a réécrit beaucoup de passages, de textes pour que ça colle au livret, tout simplement. Et c'est une musique, le lied schubertien, c'est une musique qui vous a toujours accompagné, Stéphane Degout? Oui et non, c'est-à-dire, quand j'ai commencé mes études, disons, il y a presque 30 ans, j'ai rencontré cette figure, disons, un mentor, qui était Ruben Lifshitz, et qui m'a mis le pied à l'étrier du récital très très rapidement. Et les premiers leaders que j'ai chantés de Schubert, c'était les 6 sur les poèmes de Heine, justement, qui sont étrangement assez difficiles, mais enfin, ce qui était étrange, c'est que moi, jeune chanteur, j'avais une espèce d'accroche très, très spontanée avec cet univers-là. Mais j'ai toujours eu un peu peur de Schubert, parce que d'abord, Ruben, mon prof, me mettait en garde et disait Schubert, ça se chante quand on est en pleine possession de ses moyens, c'est pas de la mélodie qu'on sifflote, etc. Il faut que ce soit ciselé, il faut on peut pas faire ça avec un instrument qu'on ne maîtrise pas. Donc, étant jeune, étant étudiant, je faisais très attention à ça. Et puis, petit à petit, j'y suis venu. Ce Winterreise, c'est pas vraiment une découverte. Ça fait quand même 20 ans que, une fois par an, je le lis comme ça avec un pianiste, une journée, pour le plaisir. Et donc, je connais assez bien, mais là, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, avec l'aide de Raphaël, le Schubert orchestré, pour le coup, a quand même plus de... Disons, j'ai moins de difficultés pour l'aborder. Mais ça reste quand même très impressionnant, et avec une sorte de distance que j'arrive pas encore à tout à fait passer. Oui, mais en même temps, quand on entend un chanteur qui fait un récital de leader de mélodie, c'est vous qui créez votre propre mise en scène. Et les chanteurs ont toujours l'air de dire que c'est plus difficile que l'opéra, parce que vous devez créer votre propre gestuelle, alors qu'il n'y a pas une proposition du metteur en scène. Là, vous vous retrouvez à chanter des leaders sous la direction d'une metteur en scène, ce qui est assez inhabituel. Oui, c'est inhabituel. Je dirais pas que c'est plus difficile, le récital. C'est un exercice très différent. Mais qui, pour moi, en tout cas, depuis 25 ans que j'en fais régulièrement, m'apporte beaucoup d'équilibre dans mon répertoire, dans ma carrière, dans mes saisons, etc. Alors, Stéphane Degout, il y a un petit film qui accompagne cette présentation à l'Opéra Comique, dans lequel vous êtes interviewé, et on vous demande quel est votre opéra préféré, vous en citez 3. Je veux pas failloter, mais alors, c'était les mêmes que j'adore, enfin parmi d'autres, mais bon, vous citez Les Noces de Figaro, Pélas et Mélisande, et Wozzeck. J'aurais pu ajouter Don Carlos, c'est vrai. Ah bah voilà, j'ai pensé à un Verdi, et je me suis dit, effectivement...
C'est-à-dire que ceux-là, il y a une sorte quand vous citez les Noces, Péléas et Wozzeck, c'est des œuvres qui suscitent quelque chose une réaction très affective en fait avec l'auditeur. Pas au-delà, à mon avis, de l'amour qu'on peut avoir pour la vocalité ou d'une émotion, parce qu'il y a une émotion chez ces personnages. Quand on pense à Golo, à Wozzeck ou au conte dans les Noces, on a une proximité, nous, auditeurs, qui n'est pas seulement l'amour qu'on peut avoir pour la mélodie ou l'opéra. Et peut-être que je m'égare, Stéphane Legout. Et puis finalement, on vous demande d'en choisir un seul, oui. Et puis vous dites les Noces. Oui, parce que je sais pas, il fallait bien en choisir. Voilà, il fallait bien choisir. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, cette œuvre qui va être créée à l'Opéra Comique le 1er février, du 1er au 11, l'autre voyage. Comment vous appelez ça, vous? Un opéra Oui, un opéra. Enfin, comment on pourrait le dire Alors, il y a marqué tableau lyrique sur des musiques de Franz Schubert. Oui, c'est exactement ça. C'est juste un peu long à dire, quoi. Donc, après, c'est une coproduction avec l'Opéra de Dijon, ça va être donné... Oui, c'est ça, début mars à Dijon, 6 et 8 mars. Donc, bien sûr, il y a l'orchestre et chœur Pygmalion, et puis, bien sûr, il y a la maîtrise de l'Opéra Comique, parce qu'il y a un lien très fort avec l'enfance. Il y a un enfant qui chante à vos côtés. Oui. Mais l'idée de la mort et de l'enfance, c'est toujours quelque chose qui nous épouvante. Et en même temps, c'est un sujet qui a toujours hanté les poètes et les compositeurs. Oui, il y a quelque chose de troublant pour nous aussi, interprètes, dans ce spectacle, c'est sûr. Oui, parce que ce spectacle a une thématique... oui, qui peut être un peu lourde, oui. On peut dire ça. Stéphane Legout. C'est-à-dire parce que c'est toujours ces musiques qui expriment une grande douleur, et finalement, nous, auditeurs, quand on en sort, on est apaisé par la douleur qui s'est exprimée, peut-être que là, je tombe dans un cliché, mais la douleur qui est exprimée par un compositeur ou un poète, elle trouve un écho en nous qui fait que nous, on se sent mieux et apaisé quand on sort du spectacle. Mais oui, absolument. Je crois que c'est une des fonctions de la musique, un peu cathartique, de nous faire traverser des sentiments, des émotions parfois très fortes, et qui justement nous aident à les vivre quand on doit les vivre nous-mêmes, quand on est en face d'une réalité. Alors l'Opéra Comique, vous y avez incarné Hamlet d'Ambroise Thomas, c'est un lieu que vous connaissez bien, oui. C'est un lieu qui à la fois conjugue le fait que c'est une maison d'opéra splendide et quand même une certaine intimité. Ah oui, absolument, moi je me sens très bien à l'Opéra Comique parce que je trouve que c'est, disons, à ma taille, on va dire. C'est une maison, une acoustique incroyable, c'est une salle magnifique, la salle est... tout est fait pour qu'on n'ait pas à tricher. Oui, puis c'est quand même le lieu de création de Péléas et Mélisande, donc entre autres, il y a pire comme symbolique. Oui, c'est sûr, oui. Alors vous allez chanter au cours de la saison Guercœur aussi, d'Albéric Magnard. Là aussi, on est entre la mort, la rédemption, le ciel. Ah mais complètement, oui. C'est les sujets de l'année pour vous, Stéphane Legout. On va dire ça. Et donc, ça fait partie de votre itinéraire vocal et opératique entre plusieurs autres choses. Donc, c'est des circonstances... Oui, c'est un hasard complet. Et c'est Alain Péroux, quand il a été nommé à Strasbourg, m'a demandé de regarder cette partition de Guercœur, que je connaissais évidemment pas. Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde la connaisse. Et c'était assez fascinant, le sujet, la musique. On est en plein dans ces années 1890-1900, ce vivier de musique française, de musique qui va visiter un peu la musique germanique, etc. Et c'est vraiment, vraiment très, très fort. Donc on va retrouver un instant, un autre écart par rapport à ce spectacle, ces fragments musicaux schubertiens. Enfin, les fragments sont pas, c'est des œuvres intégrales, mais qu'on retrouve rassemblées comme ça. Est paru récemment un disque consacré à une compositrice, Rita Straul, dans lequel vous interprétez des poèmes de Baudelaire. C'est une musique qui est magnifique, aussi très rare, mais dont la résurrection, elle, était nécessaire. C'est vraiment une très très belle musique. Ah oui, complètement. J'ai découvert, grâce à Héloïse Luzzati, qui m'a sollicité pour ce projet, j'ai découvert cette compositrice qui n'était pas vraiment connue, parce que pour son histoire personnelle, c'est-à-dire elle vivait pas à Paris, elle vivait en Bretagne, donc elle n'était pas dans le milieu artistique, intellectuel de l'époque, et un peu mise sur le côté, un peu ignorée en fait.
Et je crois que c'était une très bonne idée d'aller chercher ces partitions et de les chanter. On va terminer avec ces tableaux lyriques sur des musiques de Franz Schubert. L'autre voyage, donc, qui va être donné à l'Opéra Comique. Stéphane Degout, comment vous vous sentez émotionnellement après un tel spectacle? Ça met dans un drôle d'état parce que j'imagine... Alors il y a quand même un fond de mélancolie qui s'installe et dont on se défait assez difficilement quand on sort du théâtre et qu'on rentre chez soi le soir. Mais ça va, je dis bien, j'ai quand même une faculté aussi salvatrice qui est de tout à fait penser à autre chose dès que j'ai passé la porte du théâtre. Mais quand même, oui, je pense... Et puis on est en plein hiver, voilà, le temps n'aide pas non plus à regarder le ciel et à s'ouvrir un peu l'esprit, mais non, ça fait... Oui. C'est un peu chargé. Parce que l'argument de départ, c'est un médecin qui va faire l'autopsie d'un corps et qui va découvrir que c'est lui-même son propre corps, oui, en réalité. Et puis après, il y a un enfant. Après, ça diverge vers la disparition de cet enfant et de ces flashbacks, de ces souvenirs en fait qui étaient probablement refoulés et qui viennent par la musique, encore une fois, qui vont être solutionnés en fait. Il manque juste le suicide du meunier, de la belle meunière. Oui, voilà. Et puis on attend un autre voyage, peut-être avec une thématique schubertienne qui sera moins empreinte de drame et de gravité. En tout cas, moi je me faisais la réflexion qu'il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime. Ah non, c'est incroyable, oui. Raphaël a fait un choix vraiment extraordinaire quand même aussi, parce que des pages et des pages, il a dû en lire, et puis oui. Oui, parce qu'il a puisé dans des œuvres, des opéras qu'on n'écoute jamais quasiment intégralement, et j'imagine qu'il a pris la substantique. Moi, attendez, je me suis mal exprimé. Enfin, il a pris l'essence, ce qu'il y a de plus pur et de plus beau dans cette musique. Mais ce qui est génial, c'est d'avoir trouvé le moyen de faire un spectacle d'une grande unité avec des œuvres aussi disparates. Absolument, oui. Eh bien, Stéphane Degout, on attend avec une très grande impatience ces tableaux lyriques sur des musiques de Franz Schubert, L'autre voyage, qui seront donnés à compter du 1er février prochain jusqu'au 11 dans ce cadre magnifique qu'est l'Opéra Comique. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le baryton Stéphane Degout, je vous propose de l'écouter interpréter le double, un lied de Franz Schubert orchestré par Liszt. Cette œuvre sera suivie du premier mouvement de la symphonie numéro 8, dite inachevée, de Schubert, et d'un lied de Robert Schumann, Merveille. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres qui s'achèveront par un chœur de Franz Schubert, Gott ist mein Herz. Thank you.
könntest du es selber singen. Wohl weiß ich es, doch fehlt mir noch die Kraft und deine seelenvolle Weise. So horche denn. Der Jäger ruhte hingegossen, gedankenvoll im Wiesengrün. Gedankenvoll im Wiesengrün. Da trat vom Abendlicht umflossen das schönste Mädchen zu ihm hin, das schönste Mädchen zu ihm hin. Sie lockte ihn mit Schmeicheltönen und lud ihn freundlich zu sich ein. Dir ist das schönste Glück erschienen, willst du, mein Freund, mein Diener sein? Willst du, mein Freund, mein Diener sein? Siehst du dort auf dem Berg sich heben mein vielgetürmtes goldenes Schloss? Siehst du dort in den Lüften schweben den reich geschmückten Jägertross? Den reich geschmückten Jägertross? Die Sterne würden dich begrüßen, die Stürme sind dir untertan. Und dämmernd liegt zu deinen Füßen der Erdenqualen dumpfer Wahn. Der Erdenqualen dumpfer Wahn. Ihr folgte ihrer Stimme rufen und stieg den rauen Pfad empor. Sie tanzte über Felsenstufen, durch dunkle Schlingel leicht im Vor. Und als den Gipfel sie erreichen, wo der Palast sich prachtvoll zeigt, als mit der Erdfurcht tummen Zeichen der Dienerschwarm sich vor ihm neigt, da wir selig dem Schließen, doch angedonnert bleibt ihr stehen. Zerfließen, das
fehlt die Sinne ihr Vergehen. Sein Haupt umhüllet schwarze Nacht und trostlos von den steilen Höhen entstürzt ihr in den es ruhen die Gassen in diesem Hause, wohnte mein Sie hat schon längst die Stadt verlassen, doch steht noch das Haus auf demselben Platz. Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt. Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe. Der Mond zeigt mir meine eigene Gestalt. Du Doppelgänger, du bleicher Geselle, was äffst du nach mein Liebesleid? Das ist gequält auf dieser Stelle. Nacht in
Thank you.